Bonsoir. Bonsoir. Avec le regard. C'est fait. Attends, la suivante, c'est Oh ça. non. Sois gentil un peu. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux et nombreuses pour cette soirée autour de la publication en cette rentrée de 2 textes. Pardon. Bonsoir Pierre et merci d'être là. Mesdames et messieurs, Pierre Boisson. Donc autour de la publication de 2 textes. Une réédition de ce texte-là, Écarlate, écrit par Christine Pawlowska, un texte publié la première fois en 1974 au Mercure de France, et réédité aux éditions du Sous-Sol, qui édite également ce texte-là, Flamme, volcan, tempête, sous-titré Un portrait de Christine Pawlowska, portrait écrit par Pierre Boisson, qui est auteur, journaliste et rédacteur en chef au magazine Society. Jamais, jamais je ne deviendrai adulte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Jamais je ne deviendrai comme ces écrasantes grandes personnes qui oppressaient mon enfance par la sécheresse de leur raisonnement. Et puis, avoir tant et tant aimé, cela rend tout petit. En fermant les yeux, je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d'amour, et je me dis, ceci est ma lumière, et nul ne peut me la prendre. Jamais je ne deviendrai adulte. J'ai aimé les gens, les inconnus qui passent, aimé l'amour. J'ai aimé la nature, la nuit, le vent, la neige, et tout ce qui est sensation m'a pénétré jusqu'à l'âme. J'ai aimé les choses les plus simples et les plus innocentes, les marches sous la pluie et le froid aigre des petits matins d'hiver. J'ai aimé aussi les choses les plus étranges, l'ombre des sanctuaires, la magie des clairs de lune et des crépuscules précoces. J'ai aimé Dieu et diable, et à chaque instant où j'ai aimé, j'ai été amour et rien qu'amour. C'est ce qui perd les petits enfants. Un beau jour, un mur leur renvoie leur amour disloqué, et ils se brisent contre lui. J'ai rencontré le mur, j'ai ramassé mes débris, et à présent je recommence. Mais que faire de tant d'amour ? Je n'ai pas su. Quelques jours j'en crèverai sans doute, ça fait mal, ça fait peur. Oh, comme je voudrais retourner dans le ventre de ma mère, dans la chaude sécurité de son corps, quand chaque atome de moi était encore elle, quand elle pouvait encore rêver à tout ce que je ne suis pas devenue. Oh maman, avais-tu le droit de me projeter ainsi, de me rejeter nue, ensanglantée, en pleine lumière, en plein hiver, avec en moi ce germe tenace de l'amour dont je ne sais que faire ? Qu'as-tu fait en me donnant la vie ? J'en crèverai. Mais je recommencerai. J'ai si souvent recommencé, je te regarderai faire, car c'est de toi, maman, que me viennent ces fleurs écarlates de l'amour, ces angoisses de ne savoir que faire d'un tel bouquet. Mais toi, tu as su dispenser chaque pétale, plus riche, toujours plus riche à mesure que tu te dépouillais. Moi, j'ai gaspillé mon amour, je l'ai jeté par les fenêtres à qui voulait le prendre, et il m'est resté sur le cœur. Toutes ces choses en allaient. C'est le premier chapitre, celui par lequel on rentre dans ce texte écarlate. Ce texte que tu découvres, Pierre, en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter cette scène, ce qu'est ce texte et ce qu'il est pour toi ? Comment tu le découvres ? En fait, c'est la scène introductive de mon enquête, parce que c'est vraiment c'est à la naissance de tout. En fait, c'est même pas que je le découvre, c'est presque qu'il me tombe dessus, dans le sens où je suis chez mes beaux-parents, et c'est un livre dont ma belle-mère, en fait, ce que j'apprendrai bien plus tard, que ma belle-mère a obtenu de l'amie à elle, qui était comédienne à Lyon en 1974, qui lui a donné, et qui a traversé 5 déménagements. En fait, elle n'avait jamais donné ce livre parce que c'était pas le sien, et elle le gardait au fond d'une bibliothèque.
Elle le lisait pas vraiment, c'est pas elle qui me l'a donné et qui me l'a conseillé en me disant prends ce livre, lis-le. Elle l'avait simplement dans sa bibliothèque. Et moi, je venais d'avoir une petite fille. Et comme je compte le nombre de livres que je lis tous les ans en essayant chaque année d'en lire un de plus dans une compétition totalement absurde contre moi-même, et que j'étais très en retard, j'ai pris ce livre comme je prenais tous les livres les plus courts de la bibliothèque de mes beaux-parents. Et donc j'ai pris celui-ci puisque c'était la version originelle du Mercure de France. Je vous l'ai ramené pour vous le montrer parce que l'objet compte aussi dans cette découverte. En fait, vraiment, en plus, il est dissimulé, il est là, quoi. Donc, je le prends comme ça. Et quand je l'ouvre, en fait, je suis frappé. Enfin, déjà, je connaissais pas cette couverture crème du Mercure. Moi, je connaissais que les couvertures bleues avec le symbole ailé. Et puis, je retourne pour voir ce que je vais lire. Du coup, je vois ça. Et donc, je commence par ce premier chapitre. Et là, même en le réécoutant, je revois ce moment où je le découvre pour la première fois et je revois ce que ça me fait, en fait, ce texte-là. Directement, je sens que ça va être quelque chose d'important dans ma vie. Et je suis frappé Alors, je suis frappé par plein de choses, mais je suis frappé par la modernité de l'écriture, alors que c'est un texte publié en 1974, donc 50 ans plus tôt, par le contraste entre ce lyrisme un peu adolescent et ce qu'on découvre plus tard, mais une lucidité sur la vie, sur l'analyse des sentiments, de ce qu'elle traverse elle, de ce qui la bouleverse, de ses rapports avec sa mère, de son rapport à Dieu, à la mort, etc. La manière dont elle met des mots là-dessus, ça me stupéfait. Et puis je suis aussi quand même très largement ébloui par la personnalité de la narratrice, Christine, qui est aussi en partie la personnalité de l'autrice que je découvrirai plus tard, mais j'ai envie de savoir qui est cette Christine et un mélange un peu des deux. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette narratrice qu'on abandonne à la fin du livre à ses 15 ans, et puis aussi que va devenir l'autrice, puisque sur le rabat, parce qu'il y a quand même une petite présentation du texte, il y a 2 rabats sur l'édition du Mercure de France, et que la dernière phrase du rabat est « Christine Pawlowska a aujourd'hui 22 ans, elle continue d'écrire ». Donc ce texte-là, il raconte... Je le fais passer si vous voulez le voir. L'histoire de Christine. On démarre, quand le roman démarre, elle a quelque chose comme... 15 ans, 13 ans même. Et ces années-là, très fortes, les thématiques qui traversent ce roman-là, son adolescence, un profond désespoir, une amitié très forte avec une jeune fille qui s'appelle Mélie, sa relation autant fusionnelle que destructrice avec sa mère, et les premières rencontres amoureuses. Ce texte-là, il est publié donc par le Mercure de France en 1974. Il a été adressé au Mercure de France alors que Christine Pawlowska n'a que 22 ans et c'est pas elle qui l'envoie. Est-ce que tu peux raconter ça, elle? Oui, ça, je l'ai découvert. En fait, ça a été un peu le début de mon enquête. Ça a été une des premières choses que j'ai découvertes, parce que le livre est dans l'Incipit, elle est dédicacée notamment à Nicolas, qui s'avérera être son fils, et à Jean Servel. Et Jean Servel est un prêtre. Ça, je le découvre assez vite. Une des premières choses que j'ai fait, c'est quand j'ai voulu en savoir plus, mais même simplement comme lecteur, c'est-à-dire je voulais savoir ce que Christine Pawlowska avait écrit après, pour pouvoir le lire, en espérant que ce soit court. J'ai contacté le Mercure de France et ils avaient rien, il y avait aucune trace, mais j'ai découvert un des premiers trucs que j'ai découvert, c'est la correspondance entre Simone Gallimard et Christine Pawlowska. Il se trouve que j'ai aussi découvert les articles de texte, les articles de critiques de presse qui ont été publiés à l'époque de la publication de Écarlate. Et
ça a eu une réception critique très... Enfin, les critiques ont été très laudateurs sur Pavlovska quand c'est sorti. Les premiers exemples que j'ai trouvés, c'était notamment l'article de Claude Mauriac, le fils de François Mauriac, qui était critique au Figaro littéraire. Et toute sa critique est fantastique, mais elle commence par « c'est un chef-d'œuvre ». C'est un chef-d'œuvre du genre. De quel genre? Du genre chef-d'œuvre. C'est comme ça qu'il introduit sa critique dans le Figaro littéraire, en pleine page. Et puis François Nourricier, qui est le grand critique de l'époque, lui, en fait, il compare le sentiment, enfin, il parle du sentiment qu'il a eu à la découverte de ce texte, et il le compare au sentiment qu'il a eu en découvrant pour la première fois Françoise Sagan et Modiano, en disant que quand il a ouvert ces textes, il se rappelle des petits matins auxquels il a découvert ces auteurs et ces autrices, et il a eu l'impression de rentrer, de franchir la porte d'une nouvelle maison. Et il compare ce sentiment-là à celui de Pavlovska, qui était un peu effectivement ce que moi j'avais ressenti. Tout à l'heure on en parlait dans la voiture, mais moi j'avais ressenti, ça arrive, je pense que ça vous est tous arrivé comme lecteur et comme lectrice, d'avoir ce moment où on se dit, ce livre-là il n'est pas comme les autres, en tout cas il ne me touche pas comme les autres livres m'ont touché, et je vais me rappeler de ce moment-là, je vais me rappeler de l'endroit où je l'ai lu, je vais me rappeler de la date à laquelle je l'ai lu, et je vais me rappeler de ce livre toute ma vie, il va marquer. Et moi, l'un des derniers qui m'a fait ça, c'était Joseph Pontus, on en parlait. Mais c'est vrai que Joseph Pontus m'avait fait ça. Je me suis dit, quand je l'ai lu, je me rappelle très bien à quel moment c'était dans ma vie, et je me dis, mais je ne vais pas l'oublier, quoi. Et en ouvrant Pavlovska, j'ai ressenti ça. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis rendu compte, en fait, assez rapidement que d'autres personnes avaient partagé l'émotion que j'avais pu ressentir au moment de la découverte d'Écarlate, qu'elle avait compté. Mais du coup, sa disparition, en tout cas pas sa disparition, mais son effacement, le fait qu'elle ait été oubliée, que plus personne n'en ait parlé depuis, était d'autant plus forte qu'un jour, elle avait existé. Donc je me suis demandé pourquoi, en fait. Pourquoi elle avait disparu. Si on reste encore un peu en 74, au moment de la publication du texte, donc il est envoyé au Mercure de France par un ami prêtre à qui elle l'a fait lire. Elle l'a fait lire à sa mère, puis c'est ce que tu découvres après. Elle le fait lire à ce prêtre. Le texte existe sous la forme d'un cahier d'écolier. Ça, c'est écrit, je crois, dans le rabat de l'exemplaire que tu as amené. Donc cet ami à qui Christine fait lire son texte l'envoie à des amis au Mercure de France, un auteur, c'est ça, un ami auteur publié au Mercure de France. Je pense qu'en fait, elle le fait. La chaîne de commandement n'est pas très claire, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle le fait lire à sa mère. Et je pense qu'elle le fait lire aussi à cet ami de sa mère, Jean Servel, qui est un prêtre à Alès, d'où elle vient. Et c'est à une époque où en fait, où l'éducation religieuse est encore très importante en France, où les prêtres ont une proximité avec le milieu intellectuel très fort. Et il y a également, auprès de Gallimard, il y a un prêtre qui s'appelle Jean Sullivan, qui est auteur et prêtre-écrivain, lecteur également pour Gallimard, qui reçoit le texte depuis Jean Servel. Donc c'est un prêtre qui l'adresse à un autre prêtre, qui lui ne l'adresse pas à Claude Gallimard, parce que je pense qu'il devine que Claude Gallimard, ça ne va pas l'intéresser, mais il l'apporte à Simone Gallimard, qui est au Mercure de France, qui est la première femme à diriger une maison d'édition en France. C'est Gaston Gallimard qui avait racheté le Mercure de France et qui lui a confié à Simone Gallimard. Et Simone Gallimard, elle développe le Mercure de France, et elle fait notamment confiance à des jeunes auteurs et à des jeunes autrices à cette époque-là. Et elle est frappée par ce texte qui lui arrive comme ça, un peu par deux hommes de foi, de prêtres qui lui arrivent. Et elle ressent ça aussi. Elle le lit allongé sur son canapé. Et je pense que si ça n'avait pas été Simone Gallimard, je ne suis pas sûr que d'autres personnes auraient été frappées comme elle. Elle l'a été. Et elle décide de le publier tel quel. Elle écrit un courrier à Christine Pavlovska. Et elle dit, je veux le publier et je ne veux pas changer une virgule. Christine Pavlovska, qui en 1974 n'a que 22 ans. Ce que l'on sait d'elle à ce moment-là, elle a grandi, elle a vécu, elle est née, elle a grandi et vécu à Alès. Elle a un frère et une sœur. Ce texte-là, elle l'a écrit à 18 ou 20 ans.
20 ans, quelque chose comme ça. Même plus tôt, entre Ouais. ses 16 et ses 20 ans. Je pense qu'elle y a mis la touche finale à ses 20 ans. Je pense qu'elle a beaucoup écrit, un peu sur les mêmes sujets, les mêmes thèmes, avec des formes de répétition, de brouillon, mais qu'elle a, in fine, jeté d'un trait ça à ses 20 ans. Donc au sortir de son adolescence. Et ce qu'on y lit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est une voix pour son âge. Donc imaginons une jeune femme, une jeune fille à la sortie de l'adolescence. Ce texte est publié, elle a que 22 ans, mais elle l'a écrit déjà depuis quelques années. Une voix d'une étonnante maturité, d'une lucidité sur ce qu'elle a traversé, un tempérament de feu. C'est vraiment ce qu'on lit tout au long d'Écarlate. Je le disais tout à l'heure, elle y parle de l'amitié très forte qu'il a lie à son amie Mélie. Je lis juste des passages en fait pour vous donner une idée de comment elle vit ces choses-là. Son amie Mélie lui dit « Catherine, c'est mon amie officielle, mais toi, tu es mon ami... tu es mon amie de cœur. C'était la première fois que j'étais promue au rang d'amie de cœur. La première fois même que j'entendais prononcer cette bizarre appellation qui donne à croire que les amis et le cœur n'ont pas forcément quelque chose à voir ensemble, puisqu'il faut préciser. L'expression me charma et je refermai avec adoration mon cœur de petite fille sur ces paroles d'amour, et je fus dès lors habitée par une joie encore jamais connue. Je me disais que, pour quelqu'un, au moins, j'étais devenue irremplaçable. » Elle y met souvent l'amour aussi à un plan, enfin au même plan que l'amitié. Elle parle également donc de cette relation à sa mère. Je vous lis aussi quelques passages qui sont d'une puissance assez rare. La vie devint vite très difficile et très compliquée. Je ne supportais pas la présence de ma mère. Entrait-elle dans une pièce, il fallait qu'aussitôt j'en sorte. Et quand me revenaient ces étranges bouffées de tendresse devant son visage clair et exigeant, je devenais plus féroce encore, obsédée par le besoin de la faire souffrir. Maman, sauras-tu mettre au compte de l'amour tant de souffrances infligées? J'étouffais d'amour tout au fond de moi, d'amour pour toi, pour tout et pour la vie. Et d'autres choses aussi qui sont très présentes dans ce texte, un mysticisme assez fort. Sa mère, tu le découvres plus tard, est catholique et pratiquante. Christine la suit assez souvent, elle l'accompagne à l'église. Elle écrit là-dessus des choses assez belles. Ça et là, des phrases me frappaient et je me les répétais souvent pour me pénétrer de leur musique. J'aimais leur force, leur absolu et le mystère que restait pour moi leur signification. L'amour y revenait toujours. L'amour est fort comme la mort. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et dans les évangiles, ces paroles qui me bouleversaient comme toute phrase violemment excessive, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et cet autre élément que Blandine Rinkel, qui signe la préface à cette nouvelle édition d'Écarlate, souligne la présence, l'omniprésence de la mort. Dans ce texte, Blandine Rinkel a compté 43 occurrences d'un lexique lié à la mort. Voilà, c'est tout ça aussi, c'est qui traverse ce texte. Et également omniprésente. Alors, je tente là un jeu, je me hasarde à piocher dans ce texte. Moi, ce qui m'a frappé aussi tout au long de son écriture, c'est un lexique lié à des sensations, des émotions très profondes, puissantes, intenses, qu'on peut rapprocher de l'adolescence, mais qui sont vraiment développées dans ce texte, voilà, avec une lucidité. Donc, par exemple, je vous lance comme ça ce vocabulaire: oppressé, épouvanté, tristement, l'angoisse qui m'étreignait, indiciblement lourd, brusquement, émerveillé et tant fait de mal, l'angoisse, l'exaltation, une paix bizarre, tumultueuse, jaillissement déchiré, magnifiquement beau, furieux enlacement, je reviens un peu au début, cette lutte harassante, la chair vive de ta tendresse. C'est tout ça aussi que l'on se prend, lecteur, quand on lit ce texte court,
Moi, une de mes phrases préférées, je crois, c'est à un moment, elle dit qu'elle a le goût du sacrilège et elle l'écrit. J'avais conscience que seul ce qui est sacré peut être bafoué. Et je me dis, quand je lisais ça, je me dis, mais écrire ça à 17 ans ou 16 ans, c'est quand même pas donné à n'importe qui d'avoir cette conscience. Et à un moment, sur sa mère, elle dit, je savais que je vais mal le dire parce que je veux pas mais elle explique qu'elle se met à haïr sa mère parce qu'elle comprend qu'elle est passée par tout ce qu'elle est en train de vivre. Et à chaque fois qu'elle revient à la maison et qu'elle lui rapporte une nouvelle chose qui est fondamentale pour elle, qu'elle vient de découvrir, qu'elle est en train de traverser dans son adolescence, sa mère la comprend parce qu'elle l'a déjà vécu. Et le fait qu'elle l'ait déjà vécu lui donne l'impression que ce qui lui arrive n'existe pas, et donc elle se met à haïr sa mère pour cette raison-là. Et la manière dont elle le décrypte et dont elle l'explique, je l'avais lu nulle part ailleurs. Et ça m'a... Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans ce texte-là. C'est par ces espèces de jaillissements et ces phrases très courtes, définitives et d'une grande maturité, et en même temps d'une grande poésie. C'est ça qui m'a touché en premier, je pense. Alors, une phrase très forte aussi. Moi, j'avais bien souvent contemplé mon corps dans les miroirs. Je m'étais souvent étonnée que cette forme de chair aux contours précis et symétriques pût contenir tant d'effrayantes puissances. J'aurais préféré une apparence à la mesure de mon délire, à la mesure de ma folie. J'aurais voulu être flamme, volcan, tempête, mais je suis flamme, tempête, volcan, et j'ai mal de ce que mon corps ne me suit pas. Cette phrase-là, qui est donc le titre de l'enquête que tu consacres à Christine Pawlowska, ce passage qui donne donc son titre au portrait que tu publies. Pourquoi ? Comment tu l'entends, cette phrase ? Alors c'est très marrant parce que il y a une deuxième phrase sur Flamme Volcan où elle parle d'être une flamme volcan tempête aussi. Et en fait, moi, quand j'ai envoyé mon manuscrit, je l'ai envoyé sans titre à l'éditeur. Je ne trouvais pas de titre à mon manuscrit parce que j'étais un peu terrorisé à l'idée d'accoler une étiquette à Christine Pawlowska, un titre. C'est un rapport de force aussi entre son sujet et l'auteur, et j'avais l'impression que j'allais, moi, caractériser et déterminer qui était Christine Pawlowska en un seul terme, qui me semblait être très difficile à trouver parce qu'elle est, malgré tout le travail que j'ai fait autour d'elle, elle me semblait également insaisissable, et j'aimais le fait qu'elle soit insaisissable, et en tout cas, j'avais pas prétention en disant que c'était, en faisant un portrait de Christine Pawlowska, je voulais pas dire c'est une biographie. Ça reste un portrait, une vision, un regard de moi, un regard personnel sur Christine Pawlowska. Et j'en discutais avec d'autres personnes et on me conseillait d'autres termes, des propositions de titres. Et il n'y avait rien qui me convainquait parce que je peux la qualifier de déraisonnable ou ça me semblait vraiment être d'une énorme violence. Alors qu'elle a été victime de pas mal de violences dans sa vie, je voulais pas lui en rajouter une. Donc j'ai relu Tout Écarlate. Et en fait, moi, je me suis arrêté avant celle-ci, je me suis arrêté à un autre moment. Est-ce que je vais le retrouver comme ça ? Ça, c'est celui-ci. Ça, c'est celui-ci. En fait, elle rencontre un jeune peintre dans Écarlate, Manuel, en espagnol, et il passe une nuit d'aventure et d'amour dans les rues, et puis au petit matin, il se retrouve dans un jardin public. Et là, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais elle explique qu'elle ressent des émotions que son corps n'arrive pas à exprimer. Elle a dans sa voix de la violence, des mots qui surgissent partout, et à ce moment-là, elle dit « J'aurais voulu être flamme volcan tempête ». Elle le reprend après.
Et quand je lis cette phrase-là, j'ai déjà fait tout mon travail sur Christine Pawlowska et j'ai appris pas mal de choses aussi sur elle. La flamme, j'ai compris en Anne Écarlate qu'elle avait une existence enflammée. Ça a d'autant plus résonné parce que ensuite, je m'étais noté, il y a un livre de Jean-Yves Joannet sur les écrivains qui ont arrêté d'écrire, les écrivains d'une seule œuvre, et il invente une citation attribuée à Proust sur un faux écrivain qui aurait écrit qu'une seule œuvre, et il dit, enfin, il cite une citation de Proust inventée qui est « Il existe des écrivains comme il existe des volcans en sommeil ». Et puis, en travaillant sur Christine Pawlowska, j'ai appris qu'elle ne s'appelait pas Christine Pawlowska, mais Christine Kujawa, et que Kujawa en polonais veut dire tempête. Et donc, quand j'ai lu Flamme, volcan, tempête, déjà j'ai eu l'impression que c'est la manière dont elle se déterminait, ce qu'elle voulait être et ce qu'elle était. Et puis, par ailleurs, c'est aussi ce qu'elle avait été, concrètement. Et donc ça m'est apparu, à ce moment-là, ça m'est apparu d'une limpidité, et je me suis dit que c'était comme ça que devait s'appeler ce livre à son sujet, et que ça devait être ses mots à elle. Si on quitte 74, on est en 2022, tu tombes sur ce texte, ton petit défi de lecture annuel, et qu'est-ce qui donne l'impulsion, qu'est-ce qui te dit « je dois en savoir plus » ? C'est vraiment une curiosité de lecteur. Elle a 22 ans et elle continue d'écrire. J'ai une curiosité de journaliste parce que je travaille comme journaliste et que j'aime les enquêtes, que j'aime ça, mais avant tout, j'ai une grande foi dans la littérature. J'adore les livres et j'adore les résonances qui existent entre les livres et je sens que dans ce personnage de Christine, il y a un destin d'écrivaine née. Parce que ce qu'on n'a pas dit avant, mais c'est que dans Écarlate, il y a aussi, c'est une fille qui passe ses nuits, qui est d'insomnie, elle est profondément insomniaque, et elle passe ses nuits à lire des livres. Elle lit, elle lit, elle lit. Elle se projette des histoires au plafond, et c'est des histoires romanesques. Et elle sort dans la nuit, quand elle rencontre Manuel, elle est partie lire à la belle étoile des livres, et elle récite du Garcia Lorca à voix haute. Et donc voilà, elle a elle répond à tous ces codes du mythe de l'écrivaine née. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible qu'elle ait arrêté d'écrire. Cette Christine-là, la narratrice, mais dont je soupçonne que c'est aussi l'autrice, n'a pas pu arrêter d'écrire, n'a pas pu décider elle-même d'arrêter d'écrire. Et je veux savoir ce qui lui est arrivé dans la vie. Et je veux savoir, c'est-à-dire que je veux pas comprendre, éclairer l'œuvre d'Écarlate par la vie de l'autrice. Je veux savoir ce qu'est devenue cette autrice, pourquoi elle a arrêté d'écrire, et d'une certaine façon, connaître la suite d'Écarlate. Je sens que la vie de Christine Pawlowska sera la suite d'Écarlate. Ce que tu découvres donc, c'est que Pawlowska n'est pas son vrai nom. Elle s'appelait Christine Kujawa. Tu découvres qu'elle a vécu et grandi à Alès, qu'elle a eu 2 enfants, 2 garçons, et tu découvres qu'elle est morte assez jeune. Elle est morte en 96 à Bolène, à 44 ans. Comment tu mènes cette enquête ? Des rencontres, des archives, Alors c'est une enquête très difficile parce que c'est une enquête qui part de zéro. En fait, il existe aucune trace de Pawlowska, ce que je comprends tout de suite. Donc en fait, je fonctionne comme un pêcheur au grand large. Je lance des énormes filets, j'essaye de récupérer tout ce que je peux autour d'elle, parce que la moindre information prend une immense valeur face au vide. Le moindre plein est le moindre chose est un grand plein. Quand je découvre quelle marque de cigarette elle fume, ça me paraît immense comme découverte. Ou la rue où elle habite, ou le nom de l'école où elle va, c'est énorme. Et donc je procède sans aucun tri. Quand on fait des enquêtes, des fois on cible, je sais pas, un domaine sur lequel on veut
on veut chercher parce qu'il y a beaucoup d'informations. Je veux dire, si on fait une biographie de Kafka, c'est très difficile d'être exhaustif, donc on va avoir une vision de ce qu'on veut raconter de Kafka. Là, sur Christine Pawłowska, je me dis, je veux tout savoir d'elle, absolument tout ce que je peux. Et donc vraiment, je recueille tout ce que je peux. Et donc il y a 3 voies sur lesquelles je travaille. Et la première, c'est effectivement toutes les personnes qui l'ont connue et que je peux retrouver, ce qui n'est pas facile parce que beaucoup des gens qu'elle a côtoyés sont décédés. Parce que j'apprends qu'elle a eu une vie violente, notamment dans sa jeunesse, qu'elle a fréquenté des milieux marginaux qui se sont beaucoup abîmés, et donc la plupart de ces personnes n'ont pas vieilli. Mais je retrouve ses enfants, etc. Donc il y a les proches, il y a les archives. Je découvre la puissance des archives en France, ce que je ne soupçonnais pas, mais je découvre le travail des archivistes, c'est-à-dire qu'à la maison des archives d'Alès, des gens, quand je les contacte et je leur dis je cherche Mélie, par exemple, parce que je recherchais très intensément Mélie, je ne savais qu'une seule chose, c'était que c'était la fille des pharmaciens d'Alès, et sans doute de la rue Albert Ier. Alors les archivistes d'Alès vont retrouver le recensement de 1974, et puis en croisant avec le cadastre de cette époque, ils trouvent le nom des pharmaciens, voilà, les archives. Christine aura une personne très importante dans sa vie qui s'appelle Gypsy, qui sera le père de ses 2 enfants, qui a fait plusieurs séjours en prison. Et j'ai eu accès, par exemple, aux archives de la maison de détention d'Alès, donc des gens qui passent une semaine en maison de détention. C'est pas la prison, c'est vraiment la maison d'arrêt du Fort Vauban. Et quand j'ai eu accès à ça, en fait, j'ai eu des piles comme ça de l'année 73, par exemple, dans lesquelles j'avais une dérogation pour les consulter. Donc je consultais et je voyais qu'on avait conservé les traces de toutes les personnes qui étaient passées en 1973 pendant une semaine, parfois pour ivresse sur la voie publique ou détérioration d'une façade de magasin, et qu'on savait quels médicaments ils avaient pris quand ils étaient arrivés, est-ce qu'il avait mal à la jambe droite, est-ce qu'il avait un tatouage sur le bras gauche, et ça c'est une source d'informations énorme, mais ça demande d'aller taper à toutes les portes de toutes les archives de France. Donc j'ai fait ça. Et la 3e source, c'était les textes de Christine, parce que j'ai retrouvé petit à petit, vraiment très minutieusement et de manière obsessionnelle, on peut le dire, des textes de Christine. Les premiers que j'ai retrouvés, c'est la correspondance qu'elle a eue avec Simone Gallimard, grâce au Fonds du Mercure de France, et grâce à quelqu'un parce que j'avais demandé à Isabelle Gallimard, la fille de Simone Gallimard, de me retrouver, enfin si elle avait des souvenirs, etc. Et ça ne l'intéressait pas trop, donc elle n'avait pas poussé plus loin cette conversation, mais une personne au Mercure, un jeune éditeur, je ne sais pas, son intérêt, ça avait soulevé son intérêt, et lui, il a demandé à ce que revienne ce fonds de Christine Pawłowska, et quand il l'a reçu, il m'a appelé, il m'a dit « il faut que tu viennes voir ça ». Il m'avait déposé le dossier dans la petite salle du Mercure de France. Je savais qu'il n'avait pas été ouvert depuis 1983 84, parce que c'est comme sur les bibliothèques, il y avait la date de la dernière personne qui l'avait retiré, donc ça faisait 40 ans que personne n'avait ouvert ce truc. Et Christine, bien sûr il y avait les lettres de Christine Pawłowska à Simone Gallimard, mais Simone Gallimard conservait aussi en copie carbone tous les courriers, les copies des courriers qu'elle envoyait, donc j'avais la correspondance entre les 2. Et puis après, son fils, un de ses 2 fils, Johan, un jour m'a apporté une enveloppe. Quand on s'est vu, deuxième fois qu'on s'est vu, il m'a apporté une enveloppe Kraft. Il m'a dit je l'ai jamais ouverte, fermée. Il dit je l'ai jamais ouverte, c'est des documents que j'ai récupérés à la mort de ma mère, est-ce que tu peux les ouvrir et tu me diras ce qu'il y a dedans? Et je les ai ouverts évidemment dès que j'ai pu, et c'était des lettres de Christine à sa mère,
qui racontait ce qu'elle avait traversé dans son adolescence. C'était la suite d'Écarlate, et il y avait la même voix, il y avait la même écriture, c'était des textes qui mériteraient d'être publiés tellement les lettres sont belles. Et voilà, elle revivait par ça. Donc ça a été un peu ces trois sources-là. Et, et donc j'ai travaillé sur ces documents-là, et je les ai vraiment pendant des mois, même presque pendant 2 ans, j'ai essayé de collecter tout ce que je pouvais. Et les fils que je tirais ne cessaient d'ouvrir des nouvelles portes. En fait, j'avais plusieurs moteurs d'enquête. Et à chaque fois qu'il y avait une porte qui se fermait, il y en avait une autre qui s'ouvrait. Le premier, ce que je voulais savoir, c'était... Je sentais qu'il y avait un secret à l'intérieur d'Écarlate, et je voulais savoir quel était ce secret. Après, je voulais savoir comment elle était morte, pourquoi elle était morte. J'ai enquêté là-dessus. Je voulais savoir pourquoi elle avait cessé d'écrire, et si elle avait cessé d'écrire, vraiment. Est-ce qu'elle avait vraiment arrêté d'écrire? Ça, c'était vraiment, je pense, une des questions qui me tiraillait le plus. Donc, je posais la question aux gens qui l'ont connue. Dans les textes de Simone Gallimard, elle écrivait des lettres à Simone Gallimard, et elle disait « Je suis en train d'écrire mon deuxième livre ». Je me disais, elle était en train d'écrire son deuxième livre. Après, elle écrivait « J'ai envoyé le deuxième livre à la poubelle, c'était mauvais ». Non. Et puis après, elle a envoyé un manuscrit. Je savais qu'elle a envoyé un manuscrit à Simone Gallimard. Et donc du coup après, quand j'avais compris qu'elle avait continué d'écrire, l'autre moteur, c'était il faut que je mette la main sur ces textes. Ça existe, il y a des textes de Christine Pawlowska qui existent quelque part dans la nature, et je veux les retrouver. Donc tous ces moteurs-là m'obligeaient à aller de plus en plus loin, et à jamais arrêter. Et même maintenant, c'est difficile d'arrêter. Comment, à partir de cet assemblage d'archives, de courriers, de témoignages, de récits, comment tu te mets après à l'écriture? Comment tu assembles? Est-ce que ça se fait petit à petit? Est-ce que ça se fait dans un gros travail? Non, ça se fait vraiment. À un moment, je me dis, là, il faut que j'arrête de collecter du matériel, parce que je dois écrire. C'est le moment où il faut que je commence. J'ai la matière pour le faire. Et dans le travail de non-fiction, pour moi, ça ressemble à de la sculpture. C'est-à-dire qu'on a un gros tas de matériel, et il faut voir quelle est l'histoire à l'intérieur. Et cette histoire-là, ça aurait pu être plein d'histoires différentes. J'aurais pu la raconter de manière différente. Et donc moi, j'ai essayé de voir quelle était celle que je voulais raconter. Donc ça s'est fait difficilement, parce que j'ai commencé par me tromper. C'est-à-dire que la première chose que j'ai fait, c'est que je savais... En fait, la première question, c'était que je ne savais pas quelle était ma place dans cette histoire-là. Le plus difficile. J'avais une réticence à écrire « je », parce que je viens du journalisme, qu'on le fait très peu, et que j'avais pas l'impression j'avais peur de prendre une place qui n'était pas la mienne, parce que c'était un travail sur Christine Pawlowska. Et donc j'ai commencé par écrire toute la première partie. Ce que j'ai écrit, c'est la rencontre entre Simone Gallimard et Christine Pawlowska en 1974. La première phrase, c'était, je ne sais plus exactement, mais c'était Christine Pawlowska qui était devant la porte du Mercure de France, et c'était l'histoire de leur rencontre et l'histoire du succès éditorial de 1974. Et puis, il y a un critique littéraire qui s'appelle Alexandre Fillon, que j'ai rencontré, avec qui on discutait. Et quand j'ai fini cette première partie, j'étais assez content de moi. Je me disais, c'est bon, ça roule. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué ce que j'avais fait. Il était consterné, vraiment, mais consterné. Il me dit, mais c'est pas ça cette histoire-là. On va pas comprendre pourquoi tu commences une histoire sur Christine Pawlowska en 74. Pourquoi tu l'as choisie? Et il dit, à mon avis, c'est la découverte du livre. Et moi, donc j'étais chez mes beaux-parents encore à nouveau à ce moment-là, et je le fais relire à ma femme, qui me dit exactement la même chose. Elle me dit, franchement, ça marche pas du tout. Et donc, moi, j'avais compris en fait que ça marchait pas trop. Je le savais un peu au fond de moi. J'avais un peu j'étais un peu découragé à l'idée de tout recommencer, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai tout jeté, et j'ai commencé en disant
que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est à l'été 2022 que je découvre ce livre, parce que cette histoire-là, c'est l'histoire de la redécouverte d'un livre, et que cette redécouverte, c'est c'est la mienne en fait. Et je devais l'affirmer, et je devais le dire dès le début pour ensuite pouvoir disparaître facilement. Et ensuite, ça a été beaucoup plus simple parce que j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était imbriquer l'histoire d'une enquête, parce que cette enquête est éminemment romanesque et qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans cette enquête qui sont quasiment surnaturelles. Enfin, non, j'exagère, mais qui sont très fortes. Non, j'exagère. Mais qui sont humainement très fortes, de ce que j'ai vécu avec les enfants, de la manière dont ces textes sont apparus, de la redécouverte de poèmes de Christine, et que ça, je voulais le partager parce que c'est quelque chose qui m'a tenu, et je voulais le raconter aux lecteurs parce que je voulais que les lecteurs et les lectrices puissent s'en emparer, et bien sûr, je voulais le croiser avec la biographie de Christine Pawlowska. Et je voulais qu'en faisant ça, intéresser aussi des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs ou des grandes lecteurs ou des grandes lectrices à la vie d'une écrivaine oubliée dont plus personne n'a jamais entendu parler depuis 50 ans. Et donc, je voulais que ce soit à la fois un polar et à la fois un essai littéraire. Et à un moment, je me suis dit, ça doit être un polar littéraire. Du coup, ça intéressera. Mais parce que je voulais pas que ça reste. Mon but était de pas réhabiliter, mais de faire revivre le travail de Christine Pawlowska, son livre, elle. Et pour le faire revivre, il fallait que ça touche pas simplement un tout petit public de lecteurs frénétiques et la petite confrérie des fans de Pawlowska dont je faisais partie, mais on était 15. Et il fallait que ce soit plus que ça. Donc c'est comme ça que je l'ai construit. Voilà. Et tous ces angles dessinent, et je trouve que le terme du sous-titre est très juste, un portrait vraiment de Christine. Voici comment elle est décrite. Pour toi, elle est romantique à l'extrême, elle parle comme un fantôme, elle est insaisissable, prête à tuer, pleine de dégoût et de colère. C'est à la fois un personnage de roman et le mythe de l'écrivaine née. Tu écris que ceux de son âge, à l'époque de la publication d'Écarlate, voient en elle une bête féroce, une illuminée. Pour Jean-Paul Gasque, qui fut un ami et un compagnon, c'était une femme exceptionnelle, pareille à nulle autre, mais être à ses côtés n'allait pas sans risque. Simone Gallimard lance quelques mots écrits comme ça à la volée. Polonaise, angoisse, sauvage. Nicolas et Johan, ses enfants, disent d'elle, c'était un truc de dingue. Ils la disent intègre, sincère, à nul autre pareil, hypersensible, capable de s'attacher à une idée ou à une personne avec une passion totale. Et Véronique, une amie qu'elle rencontre lors d'une expérience dans le travail, dit d'elle, c'était un être exceptionnel. Toutes ces choses-là qui se dessinent au fil de tes recherches et par les échanges sont la personnalité incandescente qui est présente déjà dans Écarlate. Elle a été cette personne-là. Elle a été cette personne-là, et non, mais c'est... Parce que quand on fait un portrait de quelqu'un, ça peut arriver que des gens vous disent c'était une super personne, elle était sympa, elle était incroyable, etc. Mais là, à chaque fois que je rencontrais des gens qui avaient côtoyé Christine Pawlowska, 30 ans après sa mort, étaient irradiés par elle, mais d'une manière que j'avais jamais vue chez personne d'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la semaine dernière, ils étaient avec elle. Jean-Paul Gasque, qui se remettait d'une maladie, s'il avait été compagnon de Christine Pawlowska pendant 1 an, il y a 50 ans, et il était très faible. À ce moment-là, on s'est vu sur le port de Douarnenez, et il m'a parlé sans interruption pendant 5 heures de Christine Pawlowska. Je ne lui ai pas posé une seule question. Et il m'a raconté sa vie. Et
peut-être 2 mois plus tard, je l'ai rappelé parce que je voulais lui reposer des questions, aller le revoir, etc. Et il m'a dit que pendant 1 semaine, il n'avait pas dormi suite à notre rencontre parce que ça avait rouvert tellement de cicatrices. Et pourtant, il était toujours émerveillé par cette personne qu'il avait côtoyée, mais c'était dur. Véronique, sa meilleure amie, qui est au moment de son décès, quand elle m'appelle, ça fait partie de ces moments romanesques de l'enquête que j'ai exagéré tout à l'heure, mais je l'avais cherché partout. Je connaissais simplement son nom de famille, qui est très commun dans le Gard, et j'avais laissé des messages à tous les noms de famille qui correspondaient. Je la nomme pas, donc je veux dire Madame V, je la nomme Madame V. J'avais laissé des messages partout et j'avais quasiment oublié que j'avais laissé ces messages-là parce que la plupart des vocales maintenant, en général, c'est pour des panneaux photovoltaïques qui appellent, donc les gens répondent pas aux messageries, au 09. Et un jour, quelqu'un m'appelle et me dit c'est Véronique, je sais même plus qui c'était, parce que je connaissais pas son prénom. Elle dit c'est Véronique. Je dis ah bon, mais qui? Elle dit c'est Véronique, l'amie de Christine. Et là, je reconstitue, j'étais en train de marcher pour aller à la crèche et elle me dit oui. Donc elle me raconte que Christine est née en 96, on était en 2025, qu'elle est en face de sa cheminée, et en face de sa cheminée, au-dessus de la cheminée, c'était pas la photo de ses enfants, pas la photo de ses parents, c'était la photo de elle et de Christine. Et ça me paraissait inconcevable, ça me paraissait presque scandaleux, tellement c'était gros. Mais la semaine, hier, je vous raconte une histoire parce que je te l'ai raconté que à toi tout à l'heure, à personne d'autre encore, mais je vous la raconte pour vous dire que l'effet qu'elle fait aux gens. Hier, j'ai fait une rencontre à Alès la semaine dernière et une personne m'avait laissé un courrier, une ancienne amie de Christine avait laissé un courrier à la librairie en disant qu'elle n'avait pas la force de venir, de voir des gens, mais elle me laissait ce courrier. Je l'ai ouvert, c'était un poème de Christine, inédit, que j'avais jamais lu. Et au dos, il y avait simplement son numéro et son prénom, Annie. Le poème était incroyable, ça m'a énormément touché. Et je lui ai envoyé un texto en disant, voilà, vous avez laissé votre numéro, est-ce que vous voulez qu'on en discute? Je vous appelle, on ne ferait rien sans doute, mais j'aimerais bien vous parler. Et hier, elle m'a appelé sur le chemin de l'école à nouveau. Il faut croire que les gens... Ma fille était finalement la dernière avec le gardien parce que j'étais au téléphone avec cette Annie qui me racontait des choses tellement incroyables que je ne pouvais pas couper. Et donc Annie me raconte elle me dit que Christine était une femme exceptionnelle à nouveau, c'est soit exceptionnelle, soit extraordinaire, et que quand elle avait 20 ans, elle l'a connue à Paris, enfin elle l'a connue à Alès, elle a fugué avec elle, parce qu'elle voulait la suivre à l'autre bout du monde s'il fallait, que Christine lui avait remis son carnet de poèmes, elle avait un carnet de poèmes rouge d'écolier, donc, je pense qu'elle devait les acheter à l'appel, elle devait en avoir plusieurs, elle lui en avait donné un, et que sur la place de la Contrescarpe, chez Arlette, qui était un cabaret poétique de l'époque, pendant 5 ans, elle a lu les poèmes de Christine Pawlowska à haute voix pour gagner sa vie. Elle me dit attendez, je dis ah bon, quoi? Elle me dit attendez, je vais vous en réciter un à haute voix. Et donc j'étais au téléphone et elle m'a récité un poème de Christine Pawlowska, un de ses poèmes qu'elle a récité pour gagner sa vie, à haute voix magnifique, adressé à sa mère. Je savais pas quoi dire. Tellement c'était beau et tellement c'était des choses qui n'arrivent pas quand on mène une enquête. Et voilà, je pense que ce qu'elle a suscité chez les gens, les émotions qu'elle a suscitées et qu'elle ait produit ceci chez ses amis, témoignent de la personne que c'était. Et je pense que c'était, en tout cas c'est c'est mon portrait de Christine Pawlowska. Je pense que c'était une personne fulgurante, je pense que c'était une poétesse, et je pense que ce qu'elle a traversé dans la vie nous a aussi privés d'une grande écrivaine.
ce dont il est beaucoup question dans le livre, et je vous l'avoue, il en sera peu question parce que je pense que c'est important de le découvrir au fil de l'enquête, c'est les compagnons qui ont... enfin, les rencontres que Christine a faites tout au long de sa vie et la place qu'avaient ces hommes dans sa vie. Elle a vécu des périodes, alors non pas seule, puisqu'elle élevait ses enfants, ses 2 garçons. Tu parlais tout à l'heure de Gypsy, qui est l'homme qui est donc le père de ses enfants, puis des moments où il n'était plus dans sa vie, et quand elle meurt à 44 ans, elle était à nouveau avec ce Gypsy. Mais voilà, juste une parenthèse pour vous dire qu'il en sera peu question, mais qu'il en est beaucoup question dans le livre. Une chose dont il est beaucoup question, à la fois par l'effet que fait Écarlate, ce texte de Christine Pawlowska, ce que tu as ressenti toi en tant que lecteur, et ce que l'on ressent nous aussi en tant que lecteur, et c'est ce que tu fais dans Flamme, Volcan, Tempête, tu resitues Christine Kujava, Christine Pawlowska, dans une sorte de galaxie d'auteurs et d'autrices, une sorte d'horizon, d'étoiles filantes comme ça, de comètes, d'auteurs qui passionnent, qui suscitent vraiment avec une écriture très forte, mais qui ont voilà, une vie courte où il y a un seul livre, tu en parlais tout à l'heure. En tout cas, moi, c'est l'effet que m'a fait la lecture d'Écarlate. On parlait de Joseph Pontus tout à l'heure. Moi, ça m'a fait penser à Madeleine Bourdoux, à Alice Rivaz, à Catherine Guérard. Voilà. Et tu en cites beaucoup, Sylvia Plath. Tu parles beaucoup d'Hélène Bessette. Voilà, cette galaxie dans laquelle Christine prend place. Et qui s'agrandit parce qu'à chaque fois que je fais des rencontres, des personnes me disent mais est-ce que tu connais telle autrice qui a été injustement oubliée ou injustement effacée? Et du coup, parfois, c'est pas le cas. Souvent, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ma liste de lecture s'allonge. Mais, et souvent, je retrouve effectivement Blandine Raquel m'a conseillé, par exemple... Marcel Sauvageau, que je ne connaissais pas. Et ouais, j'ai trouvé chez Marcel Sauvageau quelque chose de l'ordre d'Écarlate, qui est, je pense, une voix, effectivement, et une vérité à la fois dans la forme et dans le fond de l'écriture. Et je trouve que dans Écarlate, il y a ce jaillissement sans filtre, et c'est pour ça que moi je la rapproche de la poésie, où j'ai l'impression qu'elle essaye de mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ses émotions, et sur sa vision du monde, sur la manière dont elle regarde le monde, qui s'approche du geste poétique. Et on en parlait tout à l'heure, mais je trouve que il y a 2 choses qui m'ont fait penser à ça. Il y a le livre de Javier Cercas qui vient de sortir, où il suit le pape, etc. Mais il écrit quelque chose que je trouve intéressant sur la comparaison entre la foi et la poésie, où il dit que pour croire à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, il y a un geste chez les catholiques fervents qui croient sincèrement à cette réincarnation, qui pensent que c'est vrai, que ça existe, qu'on vivra après la mort, qui a un besoin de transcendance et de croire à quelque chose qui est au-dessus de nous, qui s'approche du geste poétique, dans le sens où il faut aller le trouver à l'intérieur de soi, il faut fouiller très 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 au fond. Et Laura Vasquez, qui est aussi une poétesse française et qui est publiée au Sous-sol également, et qui a écrit un très bon livre cette année qui s'appelle Les Forces, que je vous conseille. J'ai appris dans un podcast des bookmakers où elle raconte qu'elle a vécu un épisode de transcendance, enfin, un peu, elle a eu une épiphanie, disons, très forte quand elle avait 13-14 ans, et je trouve qu'il y a... Et elle rapproche les prières qu'elle adressait pas vraiment à Jésus, mais à quelque chose de supérieur. Pour elle, c'est son premier geste poétique.
Et je pense qu'il y a chez Christine Pawlowska ce geste poétique dans Écarlate qui est un geste de vérité, d'écrire vraiment ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et d'aller fouiller au plus profond de ce qu'elle est pour le retranscrire. Et moi, je trouve qu'en sortant d'Écarlate, on regarde le monde d'une manière avec des yeux différents. Tu écris au tout début de Flamme, Volcan, Tempête, évoquant Alice Zéniter qui peinait à répondre à la question à quel personnage féminin de la littérature vous identifiez-vous. Tu écris, de mon côté, plus j'avançais dans la lecture d'Écarlate, plus je trouvais en Christine Pawlowska une écrivaine qui mettait des mots sur comment on vit et comment on peut vivre, c'est-à-dire une écrivaine capable de parler pour quelqu'un et à quelqu'un. Une grande écrivaine donc, et plus je pensais que Christine aurait pu pallier le manque que pointait Alice Zéniter, qu'elle était un personnage féminin de la littérature à laquelle une génération de lecteurs et de lectrices pourrait aujourd'hui s'identifier, et qu'elle le serait peut-être demain pour la fille qui dormait encore dans mes bras. Voilà, il y a ça aussi dans ce secret de la puissance que contiennent les textes de ces auteurs. Ce texte a été écrit il y a 50 ans, il est encore vrai, il a quelque chose d'universel. Il est universel et je pense qu'il est d'une certaine façon qu'il a manqué à toute une génération et qu'il est indispensable de lire aujourd'hui parce que depuis que Écarlate est sorti, j'ai eu pas mal de retours d'amis à moi, d'amis femmes, de ma génération, moi je suis né en 86, et qui me disent, nous ce qu'on nous donnait à lire, c'était moi, Christine F, et c'est quoi la petite, non, l'herbe bleue et des trucs comme ça qui a été écrit par un homme par ailleurs, un homme de 80 ans je crois, pour faire peur aux jeunes femmes sur leur consommation de drogue, et qui me disent mais si j'avais pu lire ça quand j'avais 13 ans et que je traversais ce que Christine Pawlowska a vécu, c'est-à-dire des relations tumultueuses avec sa mère, la tentation du suicide ou en tout cas la volonté de vivre tellement fort que la mort peut être au bout et qu'on accepte ça comme une manière de vivre, l'amitié fusionnelle avec une seule amie et les dangers que ça présente et la violence de la rupture avec cette amie, si j'avais su que d'autres personnes vivaient ça, je me serais senti moins seul. Et que en plus, ce que je dis dans le livre, quand quelqu'un, moi c'est pour ça que je crois à la littérature, c'est que quand quelqu'un met des mots sur ce qu'on ressent, ça nous permet de comprendre ce qu'on vit. Et que parfois, moi je lis des livres pour comprendre qui je suis ou ce que je vis, et que je me sens plus lucide sur moi-même et sur ma famille, sur mes relations amoureuses, amicales. Quand j'ai lu des grands auteurs et des grandes autrices, je comprends ce que je traverse et que je pense que c'est un texte qui, notamment, mais pas que, notamment a manqué à toute une génération d'adolescents et d'adolescentes. Donc tout au long de cette enquête, tu l'as expliqué déjà, tu cherches désespérément une suite, d'autres textes. Tu trouves des poèmes et certains sont retranscrits, sont écrits dans Flamme, Volcan, Tempête. Il y a notamment un passage, un glissement d'un chapitre à l'autre. Tu es en conversation, je crois, oui, avec Johan. Et puis soudain, alors qu'il repense justement, donc Johan évoque les dimanches avec sa mère, et puis soudain, alors qu'il repense justement à ces dimanches, surgit un nouveau souvenir dans la mémoire de Johan. Ce n'est pas une image, c'est un bruit qu'il entend dans l'appartement de Nîmes l'après-midi et qui fait tic, 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 tic. C'est le bruit d'une machine à écrire. Pour Johan, c'était un souvenir et pour moi, c'était un tremblement de terre. Christine Kujava n'avait plus jamais publié, mais elle avait continué d'écrire. Alors Christine Pawlowska avait peut-être été oubliée,
effacée de la mémoire littéraire et donc de la mémoire tout court, mais elle appartenait bien à cette autre histoire de la littérature, celle des écrivains sans œuvre ou des écrivains maudits. C'était un tremblement de terre, un espoir, il y avait peut-être quelque part des textes inédits, et une nouvelle question. Qu'était-il advenu de ce que Christine avait bien pu écrire après Écarlate ? Tu l'as expliqué tout à l'heure, donc espoir déçu, il n'y a pas d'autre roman de Christine Pawłowska. Et à cette absence, tu formules plusieurs hypothèses, parmi lesquelles l'absence de chambre à soi, si chère à Virginia Woolf, et qui aura manqué finalement à Christine Pawłowska, à Christine Kujawa, pardon, un temps de repli, un temps propice autant à la lecture qu'à l'écriture. Elle était toute prise à sa vie de mère. Et les conditions matérielles, parce qu'en fait, souvent quand on cite La chambre à soi de Virginia Woolf, mais la chambre à soi de Virginia Woolf, ce qu'elle dit, la première chose qu'elle dit, c'est qu'une femme n'a pas simplement besoin d'un espace, elle a besoin d'argent. Elle a besoin des conditions matérielles pour le faire. Et que finalement, une femme de milieu aisé a plus de possibilités, même qu'un homme de milieu pauvre, de le faire. C'est que la première condition, c'est d'avoir de l'argent. Et bien sûr, ensuite, qu'on laisse les femmes de cette génération-là avoir la possibilité de faire des études, de les encourager, etc. Mais les conditions matérielles de son existence. Et oui, Christine Pawłowska, elle a été victime de deux choses. D'un continuum de violence imposé par les hommes, depuis son enfance jusqu'à sa fin, qui l'ont empêchée d'être ce qu'elle voulait être, totalement, et de la précarité matérielle qui est allée avec. Et ces deux éléments, je voudrais pas dire, parce que je suis personne pour le dire, c'est ça qui l'a empêchée d'être écrivaine, parce que peut-être qu'elle avait qu'une seule œuvre en elle, peut-être qu'elle voulait pas finalement publier d'autres choses, il y a plein de raisons qui peuvent se mélanger, mais ces deux faits, c'est sûr, l'ont empêchée d'avoir du temps pour écrire plus et d'aller plus loin dans son geste littéraire qu'elle avait envie de poursuivre, néanmoins, puisqu'elle continue d'écrire et qu'elle disait aux autres qu'elle le faisait. Donc je sais qu'elle l'essayait, mais elle a été empêchée par ça. Et à un moment, un de ses enfants m'a dit, je pense un des trucs les plus justes, il disait, à un moment, je vous raconte un tout petit élément, mais qui est pour montrer qu'elle a essayé de s'en sortir. Donc à un moment, elle était avec Gypsy, cet homme violent, qui est aussi son premier et plus grand amour, et qui l'abat, qui est moralement et physiquement violent avec elle. Et elle lui dit, si tu lèves encore une fois la main sur moi, je vais attendre que tu t'endormes et je vais te tuer dans ton sommeil. Et comme je suis insomniaque, méfie-toi parce que tu n'as aucune chance. Gypsy relève la main sur elle, elle attend qu'il s'endorme, elle prend un fer à repasser, elle lui éclate sur le visage. Elle le laisse pour mort. Il survivra, mais elle essaye de s'en sortir. Et à ce moment-là, elle est jetée dans la précarité économique la plus totale parce qu'elle est avec ses deux enfants, toute seule, et elle va vivre loin de Alès, où il y avait ses parents, sa famille, pour échapper aussi à Gypsy. Et elle vit dans une cité à Nîmes, dans une tour où je suis allé. Et honnêtement, même aujourd'hui, on n'a pas du tout envie de vivre là-bas. C'est dégradé. Ses enfants se rappellent de la dégradation, des conditions économiques dans lesquelles ils vivaient, où elle avait à peine de quoi manger. Et pourtant, ils disent c'était le plus beau moment de notre vie. Parce qu'il n'y avait pas, je les cite, de gros cons à la maison. Et le moment où elle a écrit Écarlate, ça je le sais, c'est un moment où elle était en compagnonnage avec Jean-Paul Gasque, qui était parti, et elle était toute seule à la maison. Et elle avait pas elle travaillait pas, ses enfants allaient à l'école, et elle a mis la touche finale à Écarlate en 2 mois. Donc la preuve qu'elle avait besoin de ça pour écrire. Mentionnons aussi qu'en parallèle, en 1974, date donc de la publication d'Écarlate, une autre autrice publie son premier roman, Annie Ernaux, Les armoires vides, voilà, qui sera elle aussi encensée par la critique aux côtés de Christine Pawłowska.
Une autre hypothèse à l'absence de texte, ça peut être la place de la voix des femmes, des autrices. Et tu le disais tout à l'heure aussi, une autre hypothèse, c'est que toi tu places le texte, Écarlate et la voix de Christine Pawlowska, en effet, plutôt du côté des poètes et des poétesses. Tu écris par exemple, en reprenant sur cette galaxie d'étoiles filantes, d'auteurs, de peu d'œuvres. Ce n'est pas tant leur fin qui les unit, me semble-t-il, que leur rapport à la poésie. Elles étaient jeunes, écorchées, et elles ont tout parié dessus. Elles sont allées fouiller au plus profond d'elles-mêmes et de leurs émotions pour faire jaillir la poésie. Cela peut sembler innocent, dit comme ça, mais c'est un jeu dangereux. Il faut être prêt à en mourir. Et je crois que c'est ce qu'a fait Christine et ce qui la rapproche des poétesses filantes. Dans Écarlate, comme dans ses poèmes, elle n'a rien cherché de moins que d'aller au fond des choses et à la fin, elle est morte. Je les ai relus bien plus tard, à un moment où je pensais avoir appris de sa vie tout ce qu'il était possible d'apprendre. Je les ai lus attentivement. J'ai réfléchi à leur sens. J'avais déjà vu Christine en photo à différents âges de sa vie et une fois en vidéo avant sa mort. J'avais entendu un enregistrement de sa voix à la radio à ses 22 ans, mais cette fois, et pour la première fois, j'ai cru voir qui elle était vraiment. Ouais, non, c'est exactement c'est ce que je voulais dire. Non, en fait, ça me fait penser en fait, pourquoi je dis aller au fond des choses, c'est parce que c'est le dernier poème qu'écrit Alejandra Pizarnik avant de mourir. Elle écrit sur son poème, sur son tableau avant de mourir. Elle écrit No quiero ir a nada más que hasta el fondo. Ça n'a pas été traduit, donc c'est je ne veux pas aller nulle part ailleurs d'autre que jusqu'au fond des choses, de la vie, je ne sais pas, mais jusqu'au fond. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée, mais il y a des théories controversées sur son suicide. Donc, d'autres personnes pensent qu'elle a été victime d'une embolie pulmonaire, mais bon, elle avait une vie en tout cas qui se rapprochait d'un geste suicidaire. Donc, elle a écrit ça, et dernièrement, là, on m'a conseillé de lire Vicky Gendreau, qui est une poétesse québécoise que j'ai lue, et où effectivement il y a une voix qui se rapproche de celle de Christine Pawlowska. Elle a écrit un livre qui s'appelle Testament juste avant sa mort en 2014 d'une tumeur, et son dernier vers, c'est je suis très mauvais, j'ai une mémoire très mauvaise en poésie, mais elle dit on va aller checker les waves, parce qu'elle mélange beaucoup le français et l'anglais. Donc on va aller checker les vagues. Et je sens qu'il y a quelque chose qui unit le destin de ces personnes-là dans leur rapport à l'écriture, en fait, dans leur rapport à ce qu'elles ont voulu faire de l'écriture et de ce qu'elles ont voulu faire de la poésie. Et finalement, quand on écoute des poétesses, il y a un don total de soi à l'écriture. C'est pas... Je trouve que ça... Il n'y a pas la dimension très intellectuelle ou construite du roman. C'est différent. Il y a un geste qui est plus à l'intérieur, plus sensible et plus dangereux. Et voilà, les poèmes de Pawlowska. Et franchement, quand hier son ami m'a récité un poème à voix haute de Pawlowska, c'est incroyable. Écarlate et le récit que tu fais de cette enquête et ce portrait que tu proposes, que tu nous offres de Christine Pawlowska est traversé, tout comme sa vie, de l'omniprésence de la dépression, de la solitude et un secret. Ça, tu en avais le pressentiment, tu le pressentais. Ce secret est révélé dans ce livre, mais je n'en parlerai pas. Sachez-le. Et il nous donne une lecture complètement très différente d'Écarlate. Je n'en parlerai pas parce qu'il est révélé à Pierre très tard dans ton enquête, et il nous est révélé, à nous lecteurs, à la
194e page. Ah pardon, je ne voulais pas le dire. Très loin dans le texte, 20 pages avant la fin. Mais voilà, il est révélé très tard. C'est un secret qui donne une ampleur très différente à Écarlate et à la vie de Christine. Voilà, l'ensemble de ce texte et de cette enquête donne envie de la lire, de partager, et rend nécessaire ce que je trouve tu as accompli par cette enquête, l'exercice de réparation qui, quelque part, ressuscite voilà, ce texte et le destin brisé de Christine Pawlowska. C'est une femme qui a été malmenée par les hommes et je trouve juste et je trouve beau que son histoire nous revienne, voilà, par la grâce de ton texte qui lui rend un bel hommage et surtout par cette première image d'un père qui berce sa petite fille devant une bibliothèque et qui tombe par hasard sur le livre de Christine Pawlowska. Si tu veux bien, je voudrais pour terminer te demander de lire son dernier poème. Enfin, le poème, pardon, qui clôt Flamme, volcan, tempête. Donc le dernier poème que j'ai retrouvé à la fin de mon enquête, c'est son fils qui le retrouve dans un sac poubelle dans son garage. Ça s'appelle Élégie. La nuit s'affole et puis recule. Je perds l'espoir et la clarté pour un poème qui me brûle et que jamais je n'écrirai. Jamais il ne viendra, jamais, le beau silence que j'attends. Saignent les doigts sur le papier, dans l'agonie des mots absents. Et cette nuit restera vaine, pleurent les heures qui s'en vont, cruellement, de vides pleines, et qui jamais ne reviendront. Et recommence la torture, des mots calices d'infini, qui vont fouillant mes déchirures et saccagent le cœur des nuits. La nuit s'irrite et puis s'enflamme, ma main n'est plus qu'un cri muet, deuil d'un poème pour mon âme, et que jamais je n'écrirai. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez des questions, quelques-unes. Oui. Alors, moi je voudrais dire d'abord que j'ai trouvé ces deux livres passionnants. Merci. Et qu'on est obligé de lire les deux. J'ai pas d'intérêt dans la maison, mais bon, on peut pas ne pas lire l'un sans l'autre. Merci de votre écoute. Merci. On peut Merci boire beaucoup. un verre et si vous voulez échanger encore avec Pierre. Déjà, je vais essayer. Merci. Et après, je vais passer. Merci beaucoup. Ouais.